Meurtre en duo, l'effrayante histoire de Fred et Rosemary West. Nous allons parler de ce couple de tueurs en série qui a sévi dans les années 70 en Angleterre. De par leur perversité et leur cruauté, ils sont sans doute parmi les pires serial killers du XXe siècle. Bonjour et bienvenue dans l'antre de l'apprentivore, la chaîne où la science rencontre l'humour. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Fred et Rosemary West. Ce couple de tueurs britanniques a assassiné 12 jeunes filles entre 1967 et 1987, y compris 2 de leurs propres enfants. De par ma formation de criminologue, je vous raconte toute leur vie, ainsi que leurs mœurs pour le moins débridées et les meurtres sordides qu'ils ont commis. Attention, certaines explications sont assez dures et pourraient choquer certaines personnes sensibles. Alors, si vous avez le cœur accroché, on part de suite découvrir l'histoire de ce couple diabolique et pervers. Frederick Walter Stephen West est né le 29 septembre 1941 à Bickerton College dans les Herefordshire. Il est le premier enfant de Walter West et de Daisy Ann Hill. C'est une pauvre famille de travailleurs agricoles, très liés et très protecteurs. Son père, très sévère, et sa mère, surprotectrice. En 1946, ils emménagent dans un petit cottage adjacent à la ferme où le père de Fred est employé pour traire les vaches et faire les moissons. La maison n'a pas d'électricité et on se chauffe au feu de bois. En 1951, la mère de Fred a déjà donné naissance à 8 enfants. Mais seuls 6 ont survécu. Fred est le préféré de sa mère et comme on dit, un fils à maman. Et il n'a pratiquement comme ami que ses frères et sœurs. Les enfants devaient effectuer des travaux saisonniers. Ainsi, les filles ramassent des fraises et du houblon, et les garçons moissonnaient le blé et chassaient les lapins. Alors la nécessité de devoir travailler pour survivre fut profondément ancrée dans l'esprit de Fred, mais il développa aussi une habitude pour le vol, histoire de boucler les fins de mois difficiles. Ses camarades de classe se rappellent de Fred comme étant débraillé, faible, léthargique et souvent dans les ennuis. Il quitta l'école en décembre 1956, à l'âge de 15 ans, pour travailler à la ferme. Fred déclara plus tard avoir été abusé par sa mère à l'âge de 12 ans, et que pour lui, ça lui semblait normal, vu que son père faisait pareil avec ses sœurs. Bien que son jeune frère, Doug, déclara que c'était faux et que Fred avait tout inventé. Dans leur adolescence, Fred et son frère John se rendaient souvent au club de jeunes du voisinage, où Fred était souvent décrit comme un gars de la campagne, enfin, un bouffe, un paye, un baraki, quoi. Et ce, à cause de son accent prononcé. Il abordait régulièrement les filles, mais brutalement, car il les identifiait comme une source de plaisir à utiliser comme bon lui semblait. Et bien sûr, quand une acceptait ses avances, ça arrivait, et ses avances qui avaient autant de grâce qu'un chameau du désert, elle trouvait ses performances minables. Car il était clair qu'il cherchait à assouvir son seul plaisir. À l'âge de 17 ans, Fred fit une chute de moto qui eut pour conséquence une jambe et un bras cassés et une fracture du crâne. Ce qui le laissa dans le coma pour plusieurs jours et l'obligea à porter des attelles pendant plusieurs mois. À cause de ça, il développa une grande peur des hôpitaux, mais il devint aussi très colérique. Et pour couronner le tout, 2 ans plus tard, il souffrit d'une nouvelle blessure à la tête après qu'une fille qu'il avait essayé de coincer dans une sortie du club de jeunes l'avait envoyé valdinguer et qu'il fit une chute de 2 étages. Ça n'a sûrement pas arrangé l'ordre des neurones. En 1961, sa sœur de 13 ans, Kitty, prévint sa mère que Fred la violait depuis quelques mois et qu'elle était enceinte de lui. Belle famille. Fred fut arrêté et reconnut qu'il brutalisait les filles depuis le début de son adolescence. Il déclara à la police « Ben quoi? C'est pas ce que tout le monde fait !» Finalement, sa sœur retira sa plainte et son procès fut annulé. Bien que toute sa famille le désavoua et qu'il dut aller vivre chez sa tante. Alors, Fred finit quand même par se marier avec Catherine Costello, qu'on surnomme Rena. Il la connaissait déjà, mais ils s'étaient séparés quand elle était retournée chez elle en Écosse. Mais
elle revint quand même en Angleterre. Ouais, sûrement parce qu'elle était enceinte des œuvres d'un chauffeur de bus asiatique et que sa famille l'avait un peu dégagé pour la raison d'attendre un enfant métis. Ils se marièrent alors le 17 novembre 1962. Ils habitèrent un moment chez la tante de Fred avant de déménager à Coatbridge où Fred avait un emploi de marchand de glace. La fille de Rena, Charmaine, naquit en mars 1963 et, pour expliquer son patrimoine asiatique, Rena et Fred prétendirent qu'elle avait fait une fausse couche et que Charmaine avait été adoptée. En juillet 1964, Fred et Rena eurent une fille, Anna-Marie. Et un peu plus tard, le couple redéménagea encore, cette fois à Glasgow. La nounou de la famille, Isa McNeil, et les voisins se rappellent de Rena comme étant une mère attentive et qui se battait pour élever 2 enfants. Fred, lui, il était assez sévère. Il avait d'ailleurs placé des barres sur les lits superposés des enfants, les emprisonnant totalement. Mais il pouvait en sortir quand il était au travail. À Isa McNeil, les West firent la connaissance d'Anne McFall, une jeune fille de 16 ans qui était désemparée depuis la mort accidentelle de son compagnon dans un accident du travail. Et Anne passait beaucoup de temps au domicile des West. Fred admit plus tard avoir eu de nombreuses relations dans les premières années de son mariage, et même un enfant illégitime. Alors, quand Rena apprit cela, elle eut une relation avec un homme nommé John McLachlan. Un jour d'ailleurs, Fred les surprit et il frappa Rena. Mais, pour faire équitable, McLachlan frappa Fred. Fred sortit alors un couteau et rafla McLachlan. Et ce dernier le boxa une deuxième fois. À ce moment-là, Fred arrêta de se défendre. McLachlan se rappela, il était incapable de battre un homme, mais il n'était pas si lent pour s'attaquer aux femmes. Alors il continua sa relation avec Rena, mais il constata qu'elle avait souvent les yeux tuméfiés. Il ne faisait aucun doute que Fred battait sa femme. Ce qui fit que McLachlan battait régulièrement Fred en retour. Un jour, McLachlan vit la petite Charmaine demander une glace à son père. Fred la gifla, ce qui déclencha une nouvelle bastonnade de la part de McLachlan. Le 4 novembre 1965, Fred renversa accidentellement et tua un jeune garçon avec sa camionnette. Il fut blanchi de toute responsabilité, mais craignant les représailles et un comportement hostile de la part de la population, il retourna à Gloucester avec Charmaine et Anna-Marie. Il loua une caravane et Rena les rejoint en février 1965 avec McNeil et McFall, car ces dernières, qui venaient d'un milieu défavorisé, espéraient trouver du travail en Angleterre. Fred, lui, trouva un emploi de chauffeur pour un abattoir local. Au début de 1966, Fred augmenta encore sa violence domestique et ses demandes de plaisir sexuel sadique. Il était également très prompt à des sautes d'humeur, et bien que Rena et McNeil subissaient la plus grande part de sa fureur, il agressa aussi sa belle-fille plus d'une fois. Il commença aussi à abuser sexuellement de Charmaine et il encouragea Rena à avoir recours à la prostitution pour arrondir les fins de mois. Rena appela finalement McLachlan pour lui demander de venir la chercher, elle et ses filles et McNeil. Alors, ils pensèrent débarquer dans la voiture de McLachlan pour les embarquer discrètement et les ramener en Écosse. Mais à ce moment-là, McFall était tombé enceinte de Fred et avait manifestement dévoilé leur plan. Alors notre Fred, il avait promis de l'épouser. Elle déclara vouloir rester avec Fred pour s'occuper des enfants. Alors une altercation éclata entre Fred et McLachlan, avec comme résultat que Fred fut de nouveau battu. La police fut appelée et McLachlan, Rena et McNeil purent retourner en Écosse. Afin d'assurer le bien-être de ses enfants, Rena continuait à faire régulièrement des allers-retours entre l'Écosse et Gloucester. Et c'est là qu'elle ressentit la présence de plus en plus matriarcale d'Anne McFall. Et en effet, les lettres qu'envoyait McFall à sa famille et à McNeil mentionnaient qu'elle aurait une meilleure vie avec Fred que celle qu'elle avait en Écosse, et qu'elle tentait de persuader ce dernier de divorcer et de l'épouser. Alors, en juillet 1967, McFall, alors âgée de 18 ans et enceinte de 8 mois de l'enfant de Fred, disparut.
Que lui est-il arrivé? Eh bien, on ne le saura que bien plus tard, et également plus loin dans cette vidéo. Alors le mois suivant, Rena revint vivre avec Fred, et bien que leur relation fût positive dans un premier temps, elle finit quand même par le quitter de nouveau l'année suivante. Mais en lui laissant encore la garde des enfants. Alors Fred, n'ayant plus personne pour les garder, il les confia aux services sociaux. Fred rencontra Rosemary Letts au début 1969, peu après qu'elle ait eu 15 ans. Et ce, alors qu'ils attendaient le même bus. Au début, Rose fut dégoûtée par l'apparence négligée de Fred et le prime clochard. Mais elle devint vite flattée par l'attention que lui prodiguait Fred, qui s'asseyait tous les jours à côté d'elle. Rose refusa quand même 2 fois de sortir avec lui, mais accepta qu'il la raccompagne. Fred découvrit rapidement que même si elle n'avait jamais eu de compagnon officiel, elle était particulièrement volage et débridée. Fred s'attira aussi sa sympathie en disant qu'il avait été abandonné par sa femme et qu'il aimerait bien avoir d'autres enfants. Quelques jours après leur rencontre, ayant découvert que Rose travaillait dans une boulangerie locale, il demanda à une femme inconnue de se rendre dans le magasin avec un cadeau et de dire qu'un homme de l'extérieur voulait lui offrir ce cadeau. Quelques minutes après, Fred entra dans le magasin et demanda à Rose de lui accorder un rendez-vous le soir même. Ce qu'elle accepta, comme quoi, même si tu es un pouilleux, un petit cadeau, ça aide. Quelque temps après, Rose entama une relation avec Fred, lui rendant fréquemment visite dans sa caravane et s'occupant de Charmaine et d'Anna-Marie. Elle reconnut bien qu'elles étaient négligées et, au départ, elle s'en occupa avec soin. Au début de leur relation, ils allaient d'ailleurs souvent tous en balade pour cueillir des fleurs sauvages. Comme c'est mignon. Dans les semaines qui suivirent leur rencontre, Rose quitta son travail à la boulangerie pour devenir la nounou de Charmaine et d'Anna-Marie. Elle prit cette décision avec la promesse de Fred de lui fournir suffisamment d'argent pour donner à ses parents chaque vendredi. Et ceci pour faire croire qu'elle continuait à travailler à la boulangerie. Quelques mois plus tard, Rose présenta Fred à ses parents, qui furent un peu stupéfaits du choix de leur fille. La mère de Rose, Daisy, ne fut pas impressionnée par le bagou de Fred et en conclut, avec raison, qu'il était un menteur pathologique. Son père, Bill, désapprouva ouvertement sa relation et menaça Fred de prévenir les services sociaux s'il continuait à fréquenter Rose. Mais Rose défia l'autorité de ses parents et continua à fréquenter Fred, ce qui poussa les parents à contacter les services sociaux pour expliquer que leur fille de 15 ans fréquentait un homme bien plus âgé. Et aussi, ils avaient entendu des rumeurs prétendant qu'elle devait se prostituer. Ce qui fit en sorte que Rose fut placée dans un institut pour jeunes à problème en août 1969 et qu'elle ne puisse sortir que sous certaines conditions. Quand elle avait l'autorisation de rentrer à la maison pour voir ses parents, elle en profitait pour aller voir Fred. Le jour de ses 16 ans, Rose quitta le foyer pour ados pour retourner chez ses parents. Fred était en prison pour 1 mois pour vol et amende non payée. Et dès qu'il fut libéré, Rose quitta de nouveau ses parents pour le retrouver. Peu après, Fred récupéra Charmaine et Anna-Marie auprès des services sociaux. Bill Letts, le père de Rose, fit un dernier effort pour empêcher Rose de voir Fred. Et elle fut examinée par la police, dont le médecin confirma qu'elle était enceinte, et elle fut de nouveau placée. Bien qu'elle en sortit très vite contre la promesse de finir sa grossesse dans sa famille. Évidemment, Rose fila de nouveau chez Fred, ce qui fit que Bill lui interdit dorénavant de repasser le seuil de la maison familiale. 3 mois plus tard, le couple déménagea à Gloucester et le 17 octobre 1970, Rose donna naissance à leur premier enfant, une fille prénommée Heather Ann. 2 mois plus tard, Fred fut de nouveau incarcéré pour vol de pneus et de disques de taxes de circulation. Ça, c'est un vol important, qu'il est utile et grandiose. Il restera en prison jusqu'au 24 juin 1971. Durant ce temps, Rose, alors âgée de 17 ans,
s'occupa des 3 enfants qui avaient l'ordre de l'appeler maman. Alors, suivant les dires d'Anna-Marie, elle et Charmaine étaient régulièrement soumises à des critiques, des violences et d'autres formes de punition sur le temps qu'elles étaient sous la garde de Rose. Bien qu'Anna-Marie était généralement soumise, prompte à pleurer et à se soumettre devant les mauvais traitements physiques et psychologiques que Rose lui faisait subir, Charmaine, par contre, rendait régulièrement Rose furieuse car elle refusait de pleurer et de montrer le moindre signe de regret ou de soumission, quels que soient les traitements qui lui étaient infligés. Malgré toutes ces années de négligence et d'abus, l'esprit de Charmaine n'avait pas été brisé. Elle encourageait d'ailleurs régulièrement Anna-Marie en lui disant « Maman, va venir me sauver ». Anna-Marie se rappelle que Charmaine s'opposait régulièrement à Rose en lui répétant notamment « Ma vraie maman ne jurerait pas comme ça et ne me crierait pas dessus ». Une amie d'enfance de Charmaine, nommée Tracy Giles, et qui habitait l'appartement juste au-dessus, raconta qu'une fois, elle était arrivée à l'improviste pour voir Charmaine et qu'elle l'avait trouvée nue, debout sur une chaise, bâillonnée et les mains attachées dans le dos par une ceinture. Rose était debout à côté, avec une grande cuillère en bois dans la main. Selon Tracy, Charmaine semblait calme et détachée. Alors qu'Anna-Marie était contre la porte, le visage vide. Il est supposé que Rose tua Charmaine avant la sortie de prison de Fred le 24 juin 1971. Le témoignage de la mère de Tracy Giles, Shirley, And don't call me Shirley. confirma qu'elle avait conduit Tracy pour rendre visite à Charmaine un jour de juin et que Rose leur avait dit que La maman de Charmaine est venue la chercher pour retourner vivre avec elle. Bon débarras. Shirley confirma que Fred était toujours en prison à ce moment-là. Alors Rose expliqua l'absence de Charmaine aux autres personnes qui lui posaient la question en disant que Rena avait repris sa fille aînée pour aller vivre avec elle à Bristol. Par contre, au personnel de l'école de Charmaine, elle déclara que la fillette était partie avec sa mère pour vivre à Londres. Quand Fred fut libéré, le 24 juin, il expliqua à Anna-Marie que Charmaine avait été emmenée par sa mère pour vivre en Écosse. En fait du trajet, la fille, le corps de Charmaine fut d'abord caché dans la cave à charbon de l'appartement, jusqu'à ce que Fred sorte de prison. Il l'enterra alors dans la cour, derrière la porte arrière de l'appartement. Quand on retrouvera le corps, bien plus tard, plusieurs os, tels que des doigts, étaient manquants. Ce qui conduisit à l'hypothèse que les parties manquantes étaient conservées comme souvenirs. Ce qui se révéla être également le cas chez toutes les autres victimes retrouvées. Quant à Rena, elle garda un contact sporadique avec ses enfants, et ce, à chaque séparation avec Fred. Et en août 1971, elle se rendit à l'ancienne adresse de Fred. Selon sa sœur, elle était déprimée et inquiète du sort de ses enfants. Alors, ayant appris la nouvelle adresse de Fred, elle se rendit à Gloucester, vraisemblablement pour récupérer les filles. Ce fut la dernière fois qu'elle fut vue vivante. Que lui est-il arrivé? Eh bien, nous le verrons plus tard. En janvier 1972, Fred et Rose se marièrent. Fred falsifiant le certificat de mariage en se prétendant célibataire. Aucun ami ni membre de la famille ne furent invités, à l'exception du frère de Fred, John. Quelques mois plus tard, Rose se retrouva enceinte de son second enfant. Le couple déménage de Midland Road à une adresse voisine, 25 Cromwell Street. Au départ, la maison de 3 étages est louée à la municipalité et Fred l'achète plus tard à la municipalité pour 7000 livres. Pour faciliter l'achat de la propriété par les West auprès de la municipalité, de nombreuses chambres de l'étage supérieur sont d'abord converties en studios pour compléter les revenus du ménage. Et pour préserver l'intimité de sa propre famille, Fred installe une cuisinière et un lavabo sur le palmier du premier étage afin que leur locataire n'ait pas besoin d'entrer au rez-de-chaussée où vit la famille West. Et seul lui et sa famille sont autorisés à accéder au jardin de la propriété. 1er juin, Rose donne naissance à une deuxième fille. La date de sa naissance incita Fred et Rose à l'appeler May June. Peu après avoir donné naissance à son deuxième enfant, Rose commença à se prostituer. Travaillant dans une pièce
à l'étage de leur demeure et faisant sa pub dans les magazines de contact locaux. En plus de la prostitution, Rose pratiquait souvent ses activités sexuelles avec des locataires de leur maison, à la fois hommes ou femmes, et aussi avec des individus que Fred rencontra de par son travail. Elle se vantait aussi à de nombreuses personnes qu'aucun homme ou femme ne pouvait complètement la satisfaire. Quand elle engageait des relations sexuelles avec des femmes, Rose augmentait progressivement le niveau de brutalité à laquelle elle soumettait son partenaire, tels que des actes d'étouffement ou insérer des objets dans leur corps. Si la femme résistait ou exprimait de la douleur ou de la peur, cela excitait grandement Rose, qui alors demandait typiquement « N'es-tu pas assez femme pour la soutenir ?» Mon mari, qui souvent participait à des plans à trois avec sa femme et ses amants, prenait un plaisir particulier à pousser les femmes au-delà de leurs limites. Et les West admirent ouvertement prendre un plaisir particulier à toute forme de sexe qui appliquait une forte mesure de dominance, douleur ou violence. Pour combler cette paraphilie, et je le rappelle, une paraphilie c'est une déviance sexuelle, ce n'est pas toujours dangereux ni néfaste, mais dans ce cas-ci, oui. Donc, ils amassaient aussi une grande collection d'instruments de restriction, on va dire, et de soumission, ainsi que des magazines et des photographies. Et plus tard, ils ont même augmenté leur collection en y incluant des vidéos décrivant des abus et des bestialités sur des enfants. Rose contrôlait les finances de la famille, elle lui donnant tout son salaire. La pièce que Rose utilisait pour la prostitution était connue à travers tout le voisinage comme étant la chambre de Rose. Et aussi, elle recelait de nombreux trous permettant à Fred, voyeur de longue date, de la regarder s'amuser avec ses clients. Il avait aussi installé un babyphone dans la pièce, lui permettant d'écouter de n'importe où dans la maison. La pièce comprenait un bar privé et une lumière rouge à l'extérieur de la porte, prévenant quand Rose ne devait pas être dérangée. Rose portait la seule clé de la pièce autour de son cou, et Fred avait installé une sonnette différente à la maison pour que les clients de Rose puissent prévenir quand ils visitaient la maison. Beaucoup de l'argent gagné de cette manière était utilisé pour des améliorations de la maison. Lorsqu'ils atteignaient l'âge de 7 ans, les enfants West se voyaient confier de nombreuses tâches quotidiennes à accomplir dans la maison. Ils étaient rarement autorisés à sortir, périmètre de la demeure, sans la présence de l'un ou l'autre de leurs parents. Et ils devaient suivre des directives strictes qui leur étaient imposées. De sévères punitions, presque toujours physiques, leur étaient infligées en cas de non-respect des règles de la maison. Les enfants craignaient d'être victimes de la violence de leurs parents, infligée dans la plupart des cas par Rose, parfois par Fred. La violence était parfois irrationnelle, intrusive ou simplement infligée pour la satisfaction de Rose. Mais elle prenait toujours grand soin de ne pas marquer le visage ou les mains des enfants. D'abord Heather, puis son jeune frère Stephen, né en 1973, se sont enfouis de chez eux. Tous deux sont ramenés à Cromwell Street après avoir passé plusieurs semaines à dormir dans la rue ou chez des amis. Et tous deux ont été battus à leur retour. Entre 1972 et 1992, les enfants West ont été admis 31 fois au service des accidents et des urgences des hôpitaux locaux. Les blessures ont été expliquées comme des accidents et n'ont jamais été signalées aux services sociaux. Ce qui est d'ailleurs souvent surprenant, car il y a des signes qui peuvent aider à déterminer si un enfant est victime de violences familiales. Notamment, si on présente un enfant en prétextant tomber dans l'escalier, mais que ces bleus, comme on dit, n'ont pas la même couleur. Donc, visiblement, pas la même ancienneté. C'est pas bon dans ce cas-là. Malheureusement, les services d'urgence ne sont pas toujours bien formés pour reconnaître ce genre de signes. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur certains signes qui peuvent aider à détecter des cas de violence domestique, dites-le moi dans les commentaires
et j'en ferai une vidéo spéciale. Alors un jour, alors que Stephen passait un chiffon sur le sol de la cuisine, Rose a accidentellement marché dans le bol d'eau qu'il utilisait. En réaction, Rose frappe le garçon avec le bol, puis lui donne plusieurs coups de pied à la poitrine, en criant « Tu l'as fait exprès, petit porc !» À une autre occasion, Rose se fâche parce qu'il manque un ustensile dans la cuisine, puis saisit un couteau qu'elle utilisait pour couper un morceau de viande et inflige à plusieurs reprises des blessures certes légères, mais quand même à la poitrine de May, jusqu'à ce que sa cage thoracique soit recouverte de blessures de couteau. Pendant tout ce temps, May criait « Non, maman! Non, maman !» tandis que Stephen et Heather restaient là, impuissants à sangloter. Même Fred a été victime de la violence de sa femme. À une occasion, en août 1974, Rose a poursuivi Fred, un couteau à découper à la main. Fred a réussi à claquer la porte de la pièce dans laquelle il s'était enfui lorsque Rose s'est élancée sur lui avec le couteau. Ce qui a fait que le couteau s'est enfoncé dans la porte et que 3 des doigts de Rose ont glissé le long de la lame. Et laissé par presque de sa main. En réponse, Rose a calmement enveloppé sa main dans une serviette et a dit « Regarde ce que tu as fait, mon gars. Il faut que tu m'amènes à l'hôpital maintenant. » Fred, toujours aussi courageux. En septembre 1972, les West ont conduit Anna-Marie, 8 ans, dans la cave du 25 Cromwell Street, où l'enfant a été forcé de se déshabiller, Rose lui arrachant sa robe après avoir remarqué l'hésitation de l'enfant. Elle est maîtrisée avant que Fred ne la viole, et ce, avec l'encouragement actif de Rose. Après le viol, Rose a suivi Anna-Marie dans la salle de bain et lui a tendu une serviette hygiénique, expliquant à l'enfant « Je suis désolé, mais je n'ai rien fait. Je suis désolé, tout le monde fait ça à toutes les filles. C'est le travail d'un père. Ne t'inquiète pas et ne dis rien à personne. » Et ce, faisant comprendre que ces agressions allaient se poursuivre. Fred et Rose ont ensuite menacé l'enfant de la battre violemment si jamais ils apprenaient qu'elle avait divulgué les abus qu'elle avait subis. Rose a parfois également abusé d'Anna-Marie et plus tard a pris un plaisir extrême à la dégrader en la ligotant à divers meubles avant d'encourager Fred à... vous voyez. Et aussi en la forçant à effectuer des tâches ménagères tout en portant des accessoires. Et une mini-jupe. À partir de l'âge de 13 ans, Fred et Rose ont forcé Anna-Marie à se prostituer au sein de la maison. Ses clients étant informés qu'Anna-Marie avait 16 ans. Rose était toujours présente dans la pièce lors de ses actes. Et ce, pour s'assurer qu'Anna-Marie ne révèle pas son véritable âge. En octobre 1972, les West ont engagé Caroline Owens, 17 ans, et de nouveau comme nounou pour leurs enfants. Ils l'avaient ramassée une nuit sur une route de campagne isolée, alors qu'elle faisait de l'autostop de Tewkesbury jusqu'à son domicile à Cinderford. Et ce, après avoir rendu visite à son petit ami. Apprenant qu'Owens n'aimait pas son beau-père et qu'elle était à la recherche d'un emploi, les West lui offrirent un emploi à temps partiel en tant que nounou pour les 3 enfants qui vivaient alors chez eux, en lui promettant qu'elle serait reconduite chez elle chaque mardi. Quelques jours plus tard, Owens emménage au 25 Cromwell Street, partageant une chambre avec Anna-Marie, qui, selon ses dires, était très renfermée. Rose, qui avait donc commencé à se prostituer à cette époque, a expliqué à Owens qu'elle travaillait comme masseuse pour expliquer à la jeune femme le flot constant d'hommes qui lui rendaient visite. Selon Caroline Owens, Fred prétendait également être capable de pratiquer des avortements au cas où elle aurait besoin d'un tel service. Owens a également remarqué que Fred parlait sans cesse de sexe. Les soupçons quant à ses connotations sexuelles se sont encore renforcés lorsque Fred s'est vanté que de nombreuses femmes sur lesquelles il prétendait avoir pratiqué des avortements étaient tellement ravies qu'elles lui offraient leur service en guise de récompense. Alors, lorsqu'Owens est devenue elle-même la
destinataire des avances manifestes des West, elle a annoncé son intention de quitter Cromwell Street et de rentrer chez elle. Mais, connaissant les habitudes de Caroline Owens, qui faisait de l'autostop le long de l'A40 entre Cinderford et Tewkesbury, les West ont élaboré un plan visant à l'enlever pour leur satisfaction commune. Fred a admis plus tard que l'intention spécifique de cet enlèvement était le viol et probablement le meurtre, mais que sa motivation initiale était de déterminer si sa femme serait disposée à au moins l'aider dans un enlèvement. Le 6 décembre 1972, le couple a attiré Owens dans leur véhicule en s'excusant de leur conduite et en lui proposant de la ramener. Au départ, Owens croit que les West sont sincères dans leurs excuses et les accepte, croyant qu'elle s'est simplement trompée sur leurs attitudes antérieures. Rose la rejoint alors sur le siège arrière, expliquant qu'elle voulait une discussion entre filles, ce pendant que Fred conduisait. Peu après, Rose a commencé à la caresser, tandis que Fred lui demandait si elle avait eu des rapports sexuels avec son petit ami ce soir-là. Lorsqu'Owens a commencé à protester, Fred a arrêté la voiture. Il a traité Owens de et l'a frappé jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, avant que Rose et lui ne la ligotent et la bâillonnent avec une écharpe et du ruban adhésif. Dans sa déclaration ultérieure à la police, Owens a indiqué qu'à Cromwell Street, on lui avait donné une tasse de thé droguée, puis qu'elle avait été à nouveau bâillonnée et soumise à une agression. Et cette agression très prolongée de la part de Fred et de Rose. Lorsqu'Owens a crié, Rose l'a de nouveau étouffé avec un oreiller et l'a attaché par le cou avant de lui faire subir de nouvelles agressions. Réalisant rapidement la gravité de sa situation, Owens a cessé de résister. Le lendemain matin, ayant entendu les cris d'Owens lorsqu'un de ses enfants avait frappé à la porte de la pièce dans laquelle elle était retenue, Fred a menacé que lui et sa femme la garderaient enfermée dans la cave et laisseraient ses amis abuser d'elle. Et qu'une fois qu'ils auraient fini, ils enterraient son corps sous les pavés de Gloucester. Fred a ensuite affirmé qu'il avait tué des centaines de jeunes filles, et ajoutant qu'Owens avait avant tout été amené dans la maison pour le plaisir de Rose. Rose et lui ont alors calmement demandé à Owens si elle envisageait de reprendre son travail de nounou. Et voyant ça comme une porte de sortie, Owens a accepté. Et elle a même passé l'aspirateur dans toute la maison, pour montrer qu'elle pensait devenir un membre à part entière de la famille. Plus tard dans la journée, Catherine Owens s'est échappée d'une laverie dans laquelle Rose et elle étaient entrées et elle est rentrée chez elle. Bien qu'initialement honteuse pour divulguer à sa mère ce qui s'était passé, lorsque celle-ci remarqua les marques de coups, les ecchymoses et les blessures sur le corps de sa fille, elle finit par craquer et éclata en sanglots et lui confia ce qui s'était passé. La mère d'Owens a immédiatement signalé l'épreuve subie par sa fille à la police. Et les West ont été arrêtés et accusés d'agression, d'attentat à la pudeur, de lésions corporelles et de viol. L'affaire a été jugée par le tribunal de première instance de Gloucester le 12 janvier 1973. Mais, à cette date, Owens avait décidé qu'elle ne pouvait pas affronter l'épreuve du témoignage au tribunal. Toutes les accusations relatives à l'abus sexuel sont abandonnées. Et les West acceptent de plaider coupable aux accusations réduites d'attentat à la pudeur et d'atteinte à l'intégrité physique. Chacun est condamné à une amende de 50 livres sterling et le couple est libéré du tribunal. Lorsqu'Owens apprend cette nouvelle, elle tente de se suicider. 3 mois après le procès pour agression des West, le couple a commis son premier meurtre hors environnement familial. La victime était une jeune femme de 19 ans, Linda Goff. Et Fred et Rose l'avaient rencontrée par l'intermédiaire d'un locataire début 1973. Goff se rendait régulièrement à Cromwell Street et avait d'ailleurs une liaison avec 2 locataires masculins. Le 19 avril, elle se rend dans leur maison de Cromwell Street, et le 20 avril, ou aux alentours, d'autres locataires apprennent qu'elle a été priée de quitter la maison après avoir frappé un des enfants West. C'est pas le culot qui les étouffait non plus, hein. Cette histoire a été répétée plus tard à la mère de Goff lorsqu'elle a
contacté les West pour s'enquérir de l'endroit où se trouvait sa fille. Lorsque le corps démembré de Goff a été retrouvé, sa mâchoire était entièrement enveloppée d'adhésif et de ruban chirurgical pour étouffer ses cris. Et 2 petits tubes avaient été probablement insérés dans ses fosses nasales pour lui permettre de respirer. De longs bouts de ficelle et des morceaux de tissus noués ont également été découverts avec ses restes. Goff a probablement été suspendu à l'une des poutres en bois qui soutiennent le plafond de la cave. Et Fred admit plus tard les avoir conçus dans le but de suspendre les corps de ses victimes. Et elle est probablement morte de strangulation ou de suffocation. Son corps démembré, auquel il manquait 5 vertèbres cervicales, les rotules et de nombreux os des doigts, a été enterré dans une fosse d'inspection située sous le garage. Après leur enquête ultérieure, la police et les experts médico-légaux ont conclu que toutes les victimes retrouvées dans la cave du 25 Cromwell Street avaient été assassinées à cet endroit. Et que, comme Goff, chacune avait été également démembrée à cet endroit. 5 victimes ont été assassinées et enterrées dans la cave de Cromwell Street entre novembre 1973 et avril 1975. Première de ces victimes retrouvées dans la cave, Carol Ann Cooper, âgée de 15 ans, a été enlevée le 10 novembre 1973. Cooper vivait au Pines Children's Home à Worcester et a été enlevée après avoir passé la soirée au cinéma avec son petit ami. Elle attendait un bus à Wandon lorsqu'elle a disparu et a probablement été traînée dans la voiture de Fred, où son visage a été ligoté avec du ruban chirurgical de nouveau et ses bras avec du tissu avant qu'elle ne soit conduite à Cromwell Street à l'adresse des West. Cooper a été suspendu aux poutres en bois du plafond avant d'être maltraité et assassiné. Comme Linda, Carol Ann est morte par strangulation ou asphyxie avant que son corps ne soit démembré et enterré dans une fosse peu profonde dans la cave. Au cours des 17 mois suivants, 4 autres victimes âgées de 15 à 21 ans ont subi un sort similaire à celui enduré par Goff et Cooper. Bien que la désarticulation effective sur chaque victime successive, ainsi que l'attirail découvert dans chaque fosse, suggèrent que chaque victime a probablement été soumise à des abus et des tortures plus importants que ceux qu'ont reçus les victimes précédentes. Après le meurtre de Juanita Mott, 18 ans, en avril 1975, Fred a bétonné le sol de toute la cave et a ensuite transformé cette partie de la maison en chambre pour ses enfants les plus âgés. Pas non. On ne sait pas si lui et sa femme ont commis d'autres meurtres jusqu'en mai 1978, lorsque Fred, avec ou sans la participation de Rose, mais certainement avec son accord, a assassiné une jeune locataire de 18 ans nommée Shirley Robinson. Robinson avait rencontré Fred pour la première fois au café The Green Lantern en avril 1977. Et elle avait pris un logement chez les West le même mois. Bien que Rose, elle-même enceinte à l'époque, se soit d'abord vantée auprès des voisins que l'enfant que portait Robinson était celui de son mari, elle a rapidement développé un profond ressentiment à l'égard de Shirley et le motif de son meurtre est probablement l'élimination d'une menace pour la stabilité de la relation entre les West. Son corps est enterré dans le jardin, il a été largement démembré, mais aucun lien n'a été trouvé avec les restes, ce qui rend peu probable un mobile sexuel pour ce meurtre. Le bébé à naître avait été enlevé et plusieurs os manquaient. Peu après, Rose dépose en vain une demande d'allocation de maternité au nom de Robinson auprès des services sociaux de Gloucester. Voilà. Comme je le disais, ce n'est pas le culot qui leur posait des problèmes. Et comme cela avait été dans le cas de Charmaine et de Linda, Fred et Rose dissipent les soupçons de quiconque s'enquiert de l'endroit où se trouve Robinson en prétendant qu'elle est partie vivre avec son père en Allemagne de l'Ouest. Le dernier meurtre que Fred et Rose sont connus pour avoir commis avec un mobile sexuel précis s'est produit le 5 août 1979. La victime était une jeune fille de 16 ans, Alison Chambers, qui s'était enfuie d'une maison d'enfants locale pour devenir la nounou des West. Au milieu de l'année 1979, on pense que Chambers a vécu au sein de leur foyer pendant plusieurs semaines avant son assassinat. Et Rose promit à Chambers qu'elle pourrait vivre dans une ferme paisible qu'elle prétendait posséder avec son mari. Son corps a également été enterré dans le jardin de Cromwell Street, près du mur de la salle de bain. Et bien que Chambers ait probablement été démembré,
Son squelette n'était pas marqué comme l'avaient été les corps des victimes précédents, afin d'imposer les inquiétudes de la famille de Chambers, avec laquelle ils entretenaient une correspondance régulière. Fred et Rose ont posté plus tard une lettre écrite par Chambers à sa mère, avant son assassinat évidemment, et l'ont postée à partir d'une boîte postale du Northamptonshire pour faire croire qu'elle était là-bas. Voilà donc la première partie de l'histoire de Fred et Rosemary West. Je stoppe le récit ici, à la fois pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, mais aussi pour vous tenir en haleine. Alors n'hésitez donc pas à vous abonner pour être averti de la très prochaine suite et fin de l'histoire de ces deux horribles criminels. Et on se retrouve donc dans une semaine pour connaître le dénouement de cette affaire sordide.